Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. 627 signalements pour atteinte à la laïcité pour le premier trimestre 2022. Eh bien, ce sont les chiffres qui ont été annoncés par le ministre de l'Éducation Pap Ndiaye. Alors comment analyser ces chiffres? Quel est le rôle de l'école dans l'éducation à la laïcité? On en débat dans un instant avec nos invités. Du soutien scolaire instructif pour permettre d'accéder à un niveau d'excellence, c'est la promesse des cours Griffon. Son fondateur sera avec nous en deuxième partie d'émission. Et puis dans sa chronique Quoi de neuf sur les réseaux, Mickaël Dorian nous parlera d'un prof de maths qui utilise le rap pour faire apprendre les cours aux élèves. Mickaël Dorian qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Cher Mickaël Dorian, comment ça va? Eh bien, très bien, merci. Et vous, Virginie? Très bien. Alors après AgroParisTech le mois dernier, c'est au tour des étudiants de Polytechnique de faire parler d'eux. Oui, c'était il y a quelques jours lors de la cérémonie de remise des diplômes de la prestigieuse école Polytechnique. Plusieurs étudiants ont prononcé des discours invitant leurs camarades à s'engager d'urgence contre l'impact environnemental de leur industrie et contre une formation qu'ils jugent trop élitiste, une situation inédite dans l'histoire de l'institution. Exemple avec le discours de deux jeunes diplômés dont voici un extrait. Aujourd'hui, nous quittons notre bulle, où l'on organisait des comédies musicales à 200, où le réseau Internet était géré par les élèves, où l'argent était rarement un sujet, pour débarquer en 2022, en France, dans un monde pétri d'inégalités croissantes et d'injustice, face à une urgence climatique sans précédent. Ensuite, des choses très paradoxales. On nous a enseigné les théories économiques néolibérales, tout comme la physique du climat. On nous a forcés au silence lorsque l'image de l'école était en jeu, tout en nous encourageant à nous engager. On nous a bombardés de présentations de cabinets de conseil, tout en nous vantant les services de l'État. Et enfin, malheureusement, des choses clairement améliorables. Le manque de diversité sociale, le rapport au genre et à la sexualité, ou pire, l'omerta sur les agressions diverses qui ont pu avoir lieu sur ce campus. Aujourd'hui, alors que nous quittons notre école, nous souhaitons faire un pas en avant et pas seulement regarder vers l'arrière. Dans l'actualité également un chiffre, 79 000, c'est le nombre d'heures de cours perdues pendant l'année. Et pour cette raison, des parents attaquent l'État à cause du non-remplacement des professeurs absents. Cette initiative née dans un groupement de collèges du 18e arrondissement de Paris est étendue depuis à plusieurs départements. Il vise à rassembler des plaintes. 150 demandes ont été formulées pour l'instant et une première vague de recours sera déposée en cette fin d'année scolaire. C'est la première fois qu'une telle action collective est menée. Le grand jeu national de lecture à voix haute, les petits champions de la lecture, a récompensé ses lauréats. 100 000 élèves de CM1 et CM2 y ont participé cette année. La lauréate s'appelle Elisabeth, vous la voyez en photo, grande gagnante des petits champions de la lecture 2022. Elle a lu un extrait du livre Coup de boule Corneille de Pascal Reuter. Félicitations également à Marine et Octave qui sont arrivés respectivement 2e et 3e. La finale s'est tenue ce jeudi à la Comédie Française en présence du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Pap Ndiaye. Merci Mickaël. Alors où en est-on de la laïcité à l'école? Eh bien c'est notre question du jour, on en parle tout de suite. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Yanis Roder. Bonjour. Bonjour. Merci à nouveau d'être là sur le plateau du Grand JT. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire-géographie à Saint-Denis, membre du Conseil des sages de la laïcité. Alors je rappelle que le Conseil a été créé par le ministère de l'Éducation nationale en 2018. Le but étant de faire un état des lieux de la laïcité à l'école pour ensuite pouvoir exercer une mission de conseil sur les méthodes et les pédagogies. Face à vous, j'accueille également Anne-Sophie Frigou. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes députée Rassemblement national de la Marne. Vous venez d'être élue, mais il y a encore 2 semaines, vous corrigez les copies. C'est ça. Également professeur d'histoire-géographie. Tout à fait. Et vous étiez professeur à FIM, c'est ça? C'est ça. Merci. Alors, on parle donc de laïcité. 627 signalements pour atteinte à la laïcité. C'est le chiffre annoncé par le ministre Pap Ndiaye ce week-end pour le premier trimestre 2022. Des chiffres plutôt stables, voire même légèrement en baisse. Je crois que ça se joue à 9 signalements de différence. En revanche, les incidents liés aux tenues religieuses seraient en hausse de près de 50%. J'aimerais une réaction tous les deux face à ces chiffres. À vous, Anne-Sophie Frigou, la parole en premier. Écoutez, 600 signalements en quelques mois. Il y a 2 réactions possibles face à ces chiffres. Soit on se dit finalement c'est pas grand-chose, soit on se dit non, il faut vraiment agir tout de suite pour faire drastiquement baisser ces chiffres. Il faut arrêter de se soumettre.
parce que la question de ces signalements, en fait, c'est quoi? C'est quand même la montée de l'islam politique, y compris dans l'école, qui doit être un sanctuaire et donc rester surtout un lieu de transmission, un lieu où on transmet bien dans de bonnes conditions et où surtout la religion n'a pas sa place et où les principes de laïcité doivent s'appliquer. Vous dites islam politique tout de suite parce que vous faites référence justement à l'islam. Or, la laïcité, c'est pour toutes les religions en fait. On est bien d'accord, mais en fait, c'est quand même pas le christianisme qui est très présent dans l'école. Là, on parle bien de l'islam politique, puisque ce sont des tenues comme les camis que les professeurs constatent de plus en plus dans leur salle de classe. Donc, encore une fois, il faut agir parce qu'on ne peut pas tolérer ça. Au début, on tolère un petit peu, on se dit, bon, on met la poussière sous le tapis. Et puis finalement, il y a 10 ans, ça n'existait pas, ça. Ça n'existait pas. 627 donc signalements, je disais, pour le premier trimestre 2022. Yanis Roder, qui dit atteinte à la laïcité, dit atteinte à la société de manière générale? C'est-à-dire que atteinte à la laïcité, alors on peut sur les chiffres, je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire que en valeur absolue, ce n'est pas grand-chose, mais ces chiffres ne disent pas tout parce que ce ne sont pas des statistiques. Il faut avoir en tête que ce sont des remontées de terrain, c'est-à-dire ce qu'on veut bien remonter. Ou alors ce qu'on prend la peine de remonter. Il faut savoir que beaucoup d'équipes pédagogiques gèrent sur le terrain et au quotidien des problèmes sans en faire le signalement, parce qu'elles jugent à ne pas avoir à en faire le signalement, parce que le problème a été réglé. Donc, ou parce qu'il y a peut-être une peur aussi de faire ce signalement? Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui une peur de faire le signalement. Je crois que Jean-Michel Blanquer a été très clair pendant 5 ans, même s'il n'est plus là. Les habitudes, il faut espérer que les habitudes ont été prises, de ne pas mettre la poussière sous le tapis comme on le disait. Donc il y a, maintenant on sait qu'on peut signaler, mais quand finalement la situation est gérée par le chef d'établissement ou par l'équipe de direction et par les enseignants et parfois directement en classe, on ne juge pas utile de le remonter. Donc ce qui peut se comprendre et ce qui peut s'entendre. Donc du coup, il ne faut pas prendre ces signalements comme des statistiques. Ce ne sont pas des statistiques. Et elles disent des choses, parce que même si ce ne sont pas des statistiques, l'augmentation que le ministère a pointée, que le ministre lui-même a pointée... Alors ça, c'est une stabilité, voire une petite baisse, mais enfin, c'est quand même très important. Oui, mais surtout l'augmentation des port des tenues religieuses, des signes ostentatoires. Nous dit quand même quelque chose, parce que, en fait, le nombre de signalements, si vous voulez, au prorata proportionnellement, nous dit toujours quelque chose. Et là, s'il y a une augmentation que vous avez rappelée conséquente, c'est qu'effectivement, il se passe quelque chose. Et nous avons lu dans la presse, notamment, qu'il y a des défis qui sont lancés sur les réseaux sociaux, notamment par des jeunes filles, sur TikTok ou d'autres réseaux sociaux, de manière à montrer comment on peut échapper à la direction, échapper au CPE, tout en portant soit son camis, soit son abaya, soit son voile. Donc ce sont des réalités du terrain qui sont très difficiles à chiffrer. La réalité est très difficile à chiffrer. Le ministre a demandé des chiffres plus précis. Je crois qu'une enquête a été lancée. Attendons de voir ce que cela donne. Alors, on parle justement de signes ostentatoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle du camis, on parle de la abaya, la fameuse robe, pour ceux qui ne connaissent pas, cette robe traditionnelle noire portée par certaines femmes musulmanes. Tous ces signes-là, est-ce qu'on peut les englober avec les signes aussi qu'on retrouve dans d'autres religions, comme la religion catholique, comme une croix très apparente, la religion juive, une kippa ou autre? Est-ce qu'on peut faire le distinguo? On doit le faire? Comment ça se passe? Parce que c'est très confusant pour tous ceux qui nous regardent. Alors, la loi du 15 mars 2004 est très claire là-dessus. Tout signe ostentatoire est banni de l'école. Ostentatoire, c'est-à-dire qui est visible. Ça veut dire que... Mais une petite croix portée, c'est visible? Non, une petite croix, on accepte les signes discrets. Voilà, discret, c'est-à-dire effectivement une petite croix, de préférence sous le chemisier ou sous le t-shirt, bien sûr, de même qu'une étoile de David ou autre signe. Ils sont acceptés. En revanche, ce qui relève d'une déclaration ostentatoire par un signe, cela non. Pour l'abaya, c'est plus complexe, parce que l'abaya, en réalité, qui vient d'Arabie, et qui n'est pas, même en Arabie, n'est pas un vêtement cultuel. C'est un vêtement culturel, très clairement. C'est pas religieux, exactement. C'est culturel. Exactement. Néanmoins, la jurisprudence a montré, il y a eu plusieurs décisions de justice qui ont montré qu'un élève ou une élève qui porte quotidiennement cette tenue ou qui refuse de l'enlever, si cette tenue n'est pas religieuse par nature, elle peut le devenir par destination. À partir de ce moment-là, on peut demander effectivement aux élèves de le retirer.
Alors justement, on a vu aussi beaucoup de groupes de jeunes qui en fait poussaient d'autres jeunes finalement à marquer cette identité culturelle, comme vous dites, qui est à la fois culturelle mais aussi qui est religieuse. Est-ce qu'on peut en parler de ces jeunes aussi qui sont poussés par d'autres ? Mais c'est vrai que je pense que certains profitent aussi de cette jeunesse, parce que quand on est jeune, les cerveaux sont plus malléables. Et il y a aussi la question des prédicateurs qui sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux et qui profitent de la présence de la jeunesse, par exemple sur TikTok. Vous l'avez évoqué. Et il faut absolument agir aussi de ce côté-là, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de cadre, de respect de la laïcité, mais surtout des valeurs de la République, y compris à la maison, l'école ne peut pas remédier à tout non plus. C'est-à-dire que l'école doit... mais c'est aussi un bon écosystème à remettre en place au sein de la société, à l'école et au domicile. Et ça passe aussi par l'assimilation. Il faut en parler, puisque les personnes de confession musulmane sont bien souvent aussi issues de la migration. Donc, si l'école favorise aussi l'assimilation en transmettant la culture française, l'histoire de France, les valeurs de la République, c'est ce que je faisais aussi dans ma salle de classe, évidemment, et c'est tout un écosystème qui se mettra en place. Dans votre salle de classe, c'était une école qui était donc privée, qui était catholique ? Oui. D'accord. Et vous aviez aussi des enfants qui avaient d'autres religions ou qui étaient athées ? Oui. Et vous avez vécu ce type de problème ou pas ? Non, pas particulièrement, mais c'est quelque chose de toute façon que je sais que mes collègues font. Je connais aussi des collègues qui enseignent en Seine-Saint-Denis, qui sont confrontés à ce type de problème, qui ont beaucoup de difficultés, par exemple, pour enseigner la Shoah. Donc, ces problèmes-là, on ne les rencontrait pas il y a une dizaine d'années. Alors justement, vous parlez d'enseigner effectivement l'histoire de France. Vous êtes professeur d'histoire-géographie tous les deux. Vous l'étiez il y a encore quelques jours. Vous l'êtes toujours, Yanis Roder. Est-ce que vous avez cette difficulté justement à pouvoir enseigner encore certaines périodes de l'histoire aux étudiants, ou comment vous procédez ? Parce que certains enseignants se sont refusés maintenant à pouvoir aborder certains sujets. Alors, ce qui est vrai, nous avions fait une enquête pour la Fondation Jean Jaurès, dont je dirige l'Observatoire de l'éducation, en janvier 2020, qui montrait qu'un enseignant sur 5 s'auto-censurait régulièrement. Ce qui pose de réelles questions sur le climat scolaire et sur une sorte d'insécurité, on va dire, professionnelle. Et surtout sur la culture que l'on va avoir plus tard, puisque finalement, quand on ne sait pas, quand on n'apprend pas, on ne sait pas d'où on vient et d'où on va. C'est ce que disait Charles Péguy. Charles Péguy disait un pays qui ne peut enseigner ne peut s'enseigner. Donc, effectivement, si on veut enseigner les valeurs et les principes de la République, il faut pouvoir le faire et il ne faut pas avoir peur de le faire. Donc il faut, et c'est ce qu'a voulu le ministère en lançant un grand plan national de formation sur 4 ans où tous les agents de l'éducation nationale, de manière intercatégorielle, vont être formés aux valeurs et aux principes de la République. Ce plan est en cours. J'étais mardi à Montpellier au nom du Conseil des sages pour regarder comment travaillait l'équipe sur place. Plus de 5000 enseignants ont déjà été formés dans cette académie. Il leur reste 3 ans pour former les autres enseignants. Donc ce sont des formations qui fonctionnent, mais nous avons besoin de ces formations pour justement que les enseignants soient assurés et soient prêts à pouvoir faire face aux difficultés. Parce qu'il est légitime que des jeunes s'interrogent. Il est légitime parce que les jeunes, ils arrivent à l'école avec leur identité, avec leur histoire, avec ce qui les détermine en premier lieu. Et donc, à l'école, ils s'interrogent. Ils peuvent poser des questions et c'est légitime. Ce qui n'est pas légitime, en revanche, c'est de contester la parole de l'enseignant. Ça, c'est différent. Mais un élève... Et ça, c'est nouveau ? Pardon, Yanis. Depuis une vingtaine d'années, on le constate. Depuis une vingtaine d'années, vous avez évoqué l'enseignement de l'histoire de la Shoah. Moi, j'avais participé à un livre en 2002 qui s'appelait « Les territoires perdus de la République », où nous étions les premiers à dire « Attention, nous avons des problèmes », et notamment sur cette question de l'histoire de l'enseignement de la Shoah. Donc, pour préciser sur cette question, aujourd'hui, on enseigne en réalité plutôt bien l'histoire de la Shoah, ce qui n'empêche pas qu'on peut avoir ponctuellement des difficultés, ce qui n'empêche pas que certains enseignants peuvent rencontrer des difficultés face à certains élèves qui soit peuvent être dans la provocation, soit dans la contestation, ou soit de manière très naïve, poser des questions et qui peuvent paraître maladroites, mais qui restent quand même des questions d'adolescents. Oui, et ce qui est assez normal finalement, parce que c'est aussi le but de l'école, c'est de l'échange. Mais à ne pas confondre avec les provocations et contestations qui relèvent, je crois, d'autres catégories. Donc, il faut continuer à former les enseignants, il faut que la République et le ministère continuent, c'est ce que fait le ministère, à outiller intellectuellement, sur le fond et sur la forme, les enseignants, de manière à pouvoir parler en toute liberté et surtout en toute sécurité, de manière apaisée, en classe, de ces questions.
Quand on parle de formation justement à la laïcité, on pense évidemment à l'assassinat de Samuel Paty qui a marqué évidemment, qui nous a tous marqués, mais qui a marqué beaucoup les enseignants. C'était en novembre 2020. Il y a eu un plan de formation des personnels de la laïcité aux valeurs de la République justement qui a été décidé, c'est celui-ci. Ce plan de formation-là dont vous parlez, est-ce que typiquement Samuel Paty qui avait alerté quelques jours avant, il a été entendu, pas entendu? Est-ce que les enseignants aujourd'hui sont entendus quand ils disent attention, il y a quand même un petit problème, là je le sens pas, cette réaction n'est pas normale? À qui il doit se référer? Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on est seul devant sa classe, dans un établissement, qu'est-ce qu'on dit finalement? On appelle qui? On fait quoi? On est entendu par qui? Tout un système a été mis en place par le ministère qui va enfin, si vous voulez, pour aller vite et pour être très clair, le plus clair possible. Quand un enseignant rencontre une difficulté ou doit faire face à une contestation, voire à quelque chose de plus grave, il a la possibilité d'abord d'informer son chef d'établissement, qui lui-même peut saisir l'équipe Valeurs de la République de l'académie, qui va à ce moment-là à réagir, analyser la situation et très rapidement intervenir sur le terrain pour remédier à la situation. Donc il y a... Mais très rapidement, pardon, mais très rapidement intervenir sur le terrain, manifestement, ça n'a pas été le cas pour Samuel Paty. Si. Ils sont intervenus? Oui, ils sont intervenus. Samuel Paty a été entendu et a été reçu par un inspecteur d'académie qui travaillait sur les valeurs de la République. Donc il l'a reçu. Ils ont échangé plusieurs fois. C'est dans le rapport de l'inspection générale qui a été fait sur cette terrible affaire de Samuel Paty. Donc si, l'équipe valeurs de la République était intervenue. Et alors pourquoi ça a dysfonctionné? Pourquoi il n'y a pas eu d'intervention? Il y a eu intervention. Il y a eu intervention de l'équipe valeurs de la République. Il y a eu intervention. Mais enfin... Il n'y a pas eu de protection. Pas de protection. Il n'y avait pas, effectivement, il n'y avait pas la protection policière. Voilà, je ne relève pas de l'Académie de Versailles. Non, mais je me doute, mais forcément, je me pose la question que j'imagine on se pose à l'antenne, c'est-à-dire que du coup, ça sert à quoi cette intervention? Elle sert à quoi finalement si elle ne sert pas à protéger? Cette intervention, elle avait pour but de discuter avec le professeur de ce qu'il s'était passé en classe, des sanctions qui devaient être prises pour contre les élèves qui avaient mené, ou l'élève qui avait mené cette fronde. Voilà, cela visait à ça, et puis à remédier à la situation. Évidemment, l'équipe Valeurs de la République ne pouvait pas s'attendre à un tel drame. Personne ne pouvait s'attendre à un tel drame. Évidemment. Vous, par exemple, si il vous arrivait ce genre de situation, parce que manifestement vous ne l'avez pas vécu, mais comment vous réagiriez-vous, si j'arrive à le dire? Écoutez, je pense que la première des choses, c'est en informer la hiérarchie. Et ce qui est très important, c'est que les enseignants se sentent soutenus par leur hiérarchie, parce que pendant trop longtemps, il n'y a eu pas de vague, pas que dans ce domaine-là, malheureusement. Donc, avoir le soutien de la hiérarchie pour que l'enseignant se dise, enfin, en tout cas, ne se dise pas, bon, si j'aime pas la hiérarchie, qu'est-ce qu'on peut ensuite penser de moi? Est-ce qu'on ne va pas se dire t'as peut-être mal interprété? Non, je pense qu'il y a vraiment une relation de confiance aussi qui doit s'établir. Et quand je pense à la hiérarchie, je pense au chef d'établissement, mais je pense même évidemment à plus haut au rectorat. Donc je pense que c'est très bien ce qui a été fait avec les équipes sur les valeurs de la République, mais il faut à un moment donné aussi passer par une justice pénale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la justice ne punit pas. C'est-à-dire que c'est une amende vraiment en cas d'atteinte forte à la laïcité. Il y a peut-être des amendes, mais dans les cas graves, il faut peut-être aller jusqu'à des peines de prison. Je pense que c'est plus de fermeté. Peine de prison pour le port d'une abaya? Non, mais je veux dire, s'il y a des faits répétés, par exemple, avec des cas très graves répétés, il faut y réfléchir. Je pense qu'il faut beaucoup plus de fermeté et arrêter cette soumission. Parce qu'en fait, c'est cette certaine, je pense, lâcheté qui nous mène malheureusement aussi à ça aujourd'hui. C'est le sentiment que vous avez aujourd'hui, qu'il y a une soumission finalement de l'État et donc du ministère de l'Éducation de manière générale, on parle de l'école en l'occurrence. Oui, mais plus globalement de la société. À la montée de l'intégrisme. Je pense même plus globalement de la société. Ouais. J'aurais bien comprendre votre discours. Ça veut dire qu'une soumission, mais de qui par rapport à qui? Comment? Je pense qu'on achète une certaine paix sociale. Oui, c'est une certaine lâcheté, en fait, une certaine soumission vis-à-vis du fait qu'on voit, je pense qu'on constate tous, en fait, la progression de l'islam politique un petit peu partout, dans toutes les sphères de la société et à l'école, qui normalement devrait être vraiment préservée, tout ça, et qu'on a toutes les difficultés, ne serait-ce que pour en débattre. Et je vous remercie d'avoir organisé ce débat aujourd'hui, mais on sent bien que tout de suite, ça fait très polémique. Et ça, c'est dommage, parce qu'on devrait pouvoir instaurer ce débat très sereinement
et défendre simplement les valeurs de la République et de la laïcité. Et surtout respecter les lois. C'est le sentiment que vous avez aussi quand Madame parle de soumission, Anne-Sophie Figaud? Pour être très clair, non, parce que depuis 2017, beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de choses ont été faites. On a rappelé ce grand plan national de formation qui a été voulu par le précédent ministre, Jean-Michel Blanquer. La mise en place des équipes valeurs de la République, parce qu'il y avait un référent laïcité dans chaque académie. Aujourd'hui, vous avez des équipes qui montent. J'étais à Montpellier, je vous ai dit l'autre jour, il y a 85 formateurs dans toute l'académie. Donc on a démultiplié les moyens. On a produit avec la création du Conseil des sages, vous l'avez rappelé également, par le ministre Jean-Michel Blanquer en janvier 2018, qui a produit énormément d'outils, comme sur la laïcité, des petites fiches très pratiques sur qu'est-ce que la laïcité, que sont les principes et les valeurs de la République, qui sont autant d'outils de formation et d'auto-formation pour les enseignants. Un guide républicain avec les grands textes républicains sur l'école, par exemple, mais aussi des méthodes pédagogiques pour aborder dans certaines disciplines ces questions de valeurs et de principes de la République. Donc beaucoup de choses ont été faites. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui le ministère est en état de soumission, comme vous le dites. Beaucoup de choses ont été faites. C'est la société, c'est pire. Oui. Je cite Madame, c'est la société de manière générale. Oui, mais le ministère, il est compris. Il est compris, mais surtout il est actif sur ces questions-là. Et je crois que, il me semble que le ministre actuel s'inscrit ou devrait s'inscrire dans la continuité de ce qui a été fait. Alors je comprends tout ce que vous me dites. Effectivement, il y a des tas de choses qui ont été faites et formidables, certes, mais on a l'impression que c'est une espèce de petit roudoudou. C'est-à-dire qu'en fait, c'est rassurant. On se dit, on a bien compris en fait ce qui se passe, mais sur les faits, sur les actes, eh bien malheureusement, chaque semaine, pour pas dire chaque jour, il y a un problème quand même d'atteinte à la laïcité. Ça, c'est normal. Je veux dire, c'est pas normal qu'il y ait des atteintes à la laïcité. C'est normal que les choses continuent comme elles étaient avant. Parce que les jeunes qui parfois sont provocateurs, peuvent être militants, etc., testent, mais aujourd'hui, de plus en plus de personnels sont formés et apportent des réponses sur le terrain. Et c'est ce qui compte en réalité. Ce qui compte, c'est que l'institution dise très clairement est un discours cohérent sur le terrain, un discours qui soit le même partout et qui soit totalement cohérent, de manière justement à ce que l'école reste comme le disait l'ancien ministre de l'Instruction publique à l'époque, Jean Zay, ministre du Front populaire, qui disait que l'école devait rester l'asile inviolable et en dehors de la querelle des hommes. Bon, si on vous enlève du Conseil des sages 2 minutes, que je vous garde professeur d'histoire-géographie et vous aussi, maintenant vous allez me dire la vérité, est-ce que vous vous sentez soutenu par le gouvernement? S'il y a un problème demain matin, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on est dans la culture du pas de vague ou pas? Réfléchissez activement. Ça fait frigo. Je pensais que vous posez la parole à madame. Écoutez, on va voir dans les actes comment ça se traduit, mais c'est vrai que autant Jean-Michel Blanquer, je pense, a vraiment essayé de faire en sorte de défendre le plus possible les valeurs de la République. Je pense qu'il y a eu une certaine volonté d'aller dans le bon sens. Là, on a un nouveau ministre, Pape Ndiaye, en l'occurrence. On a un nouveau ministre, Pape Ndiaye, qui a quand même... Alors, vous allez peut-être me dire que c'est un autre sujet, mais moi, je le rattache quand même à ça, qui est quand même un défenseur du wokisme et qui ça a été repris, ça, hein. Qui participe à des réunions en non-mixité interdites aux Blancs. Et en fait, quand on est, je pense... Il a répondu aussi à cette attaque. Oui, mais pas de souci. Quand on est ministre de l'Éducation nationale, je pense que les valeurs de la République, on doit les défendre au quotidien. Et rien que le fait que par les actes d'avoir participé à ça, je pense que ça en dit long. Ensuite, sur l'interview qu'il a donnée aux Parisiens récemment, moi, ce qui me pose problème, vous voyez, c'est qu'en fait, en termes de priorité, il nous parle d'abord du fait qu'il souhaite intégrer davantage, par exemple, le développement durable dans les programmes scolaires. Très bien, je trouve qu'on en parle déjà pas mal, mais la priorité pour moi n'est pas là. C'est d'abord refaire de l'école un lieu de transmission où on apprend bien et on apprend le français, à compter, l'histoire de France. Il l'a aussi cité, il a parlé de savoirs fondamentaux de manière absolue et dès le départ. Oui, mais pas en priorité. Pas en priorité, ça vient après. Et surtout, il défend d'abord la lutte contre les inégalités à l'école. Sauf que le meilleur moyen de lutter contre les inégalités à l'école, c'est de refaire de l'école un ascenseur social. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'il y a très peu de mixité sociale à l'école, c'est vrai. Sentiment, alors vous avez réfléchi? Pas besoin de réfléchir. Je vous parlais, effectivement. Je vous taquine. J'aimerais que vous me disiez la vérité. Franchement, sincèrement, vous vous sentez soutenu par le gouvernement ou pas? Oui, bien sûr. Les enseignants remontent quand même une angoisse terrible par rapport à cette situation. Je parle de la laïcité. Je parle même pas des enseignants face à la revalorisation salariale, face à la démotivation, face à l'angoisse quotidienne, etc. Je ne parle pas de tout ça. Et pourtant, c'est très présent. Je parle uniquement du point de vue de la laïcité, qui est notre sujet du jour. Écoutez, la laïcité, ça fait un
un mois que le nouveau ministre est en place, à peu près, un mois et demi peut-être. Moi, je ne vois pas de différence aujourd'hui, en réalité, sur le terrain, en tout cas, avec ce qui se passait auparavant. On verra à l'usage, mais je ne crois pas qu'il y ait de raison qu'on se sente moins soutenu aujourd'hui qu'hier. Nous sommes dans la continuité, le président n'a pas changé, le président de la République est le même. Le parti majoritaire, même s'il n'a pas la majorité absolue, est toujours le même. Je ne vois pas pourquoi les choses changeraient. Qu'est-ce qu'on répond à un élève qui dit que la religion passe avant la République ? Alors, on lui répond que, en réalité, rien ne l'oblige à penser que les lois de la République sont supérieures aux lois religieuses, si c'est cela qu'il dit. Rien ne l'oblige, voilà. Mais cela ne doit pas avoir de conséquences dans sa conduite dans la société. Parce que dans la société, ce n'est pas ce qu'il pense qui compte, c'est la loi de la République qui s'impose. Tout à fait d'accord. Je ne dirais pas mieux. Donc, Vous pouvez juste, on va terminer là-dessus, mais j'aimerais que vous me racontiez votre engagement, Anne-Sophie Frigo, vous. Pourquoi, lorsqu'on est professeur d'histoire-géographie, quand on est professeur de manière générale, c'est une vocation a priori, pourquoi avoir pris le chemin de la politique ? Tout simplement parce que, alors moi j'ai souhaité être professeur d'histoire-géographie depuis que j'étais en 6e. J'ai eu la chance d'avoir un professeur d'histoire qui m'a transmis sa passion. Et donc ça fait 10 ans... Comment ? Vous vous souvenez de son nom ? Tout à fait, Monsieur Morali. Voilà, on le salue, Monsieur Morali. Et c'est vrai que je suis engagée en politique depuis 10 ans parce que j'ai envie de défendre aussi cette école du mérite, redonner le goût à l'effort aux enfants, lutter contre le harcèlement scolaire qui est un véritable fléau pour nos élèves. D'ailleurs, de plus en plus, on voit des élèves victimes obligés de changer d'établissement alors que ce serait quand même aux harceleurs normalement de quitter les établissements. Donc il y a la question de l'école que je souhaite défendre. Et puis aussi la cause animale, qui n'est pas le sujet ici, mais je tiens à le dire. Et pourquoi le Rassemblement national ? Sans jugement, mais c'est juste pourquoi l'engagement par rapport à l'école en l'occurrence ? Parce que, même au-delà de l'école, je défends évidemment le projet que Marine Le Pen a proposé à la présidentielle, mais je pense qu'on a une vision de l'école qui correspond aux aspirations de la société, redonner le goût au mérite, encore une fois, le goût à l'effort, l'école de la République, telle qu'elle a été faite avant, où on transmet et on assimile. Je ne vous demande pas vos aspirations politiques, évidemment, Yanis Roder, ce n'est pas le sujet. Mais en revanche, est-ce que vous pensez, suite aux résultats de ces élections législatives, est-ce que vous pensez que les réformes vont être possibles, en l'occurrence dans l'éducation nationale ? Et est-ce qu'on va espérer pouvoir faire avancer les choses de manière positive et surtout efficiente dans les quelques années qui viennent ? Il faut. Vous savez, on peut faire des réformes et mener des réformes au sein de l'éducation nationale sans passer par le Parlement. Donc il faut continuer à réformer l'éducation nationale, il faut avancer, il faut lutter contre les inégalités scolaires, mais avec les inégalités scolaires, il y a aussi les inégalités sociales. Quand on parle des enquêtes PISA et de la baisse du niveau, il faut avoir quand même une chose en tête, c'est que le niveau des meilleurs élèves, CSP+, ne baisse pas vraiment. En revanche, celui des CSP-, il continue de baisser. Donc là, il y a un enjeu. Je pense que le ministre va s'en saisir, et il faudrait en tout cas s'en saisir, parce qu'il faut absolument que la République puisse répondre par son école à la promesse républicaine. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Anne-Sophie Frigo, je rappelle que vous êtes députée RN de la Marne, ancienne professeure d'histoire-géographie. Yanis Roder, toujours professeur d'histoire-géographie et membre du Conseil des sages de la laïcité. On marque une courte pause et on revient dans Grand JT. De retour sur le plateau du Grand JT, nous sommes ravis d'accueillir Xavier Dubélé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur des cours Griffon. Griffon qui est aussi votre nom, en fait. Vous êtes Xavier Griffon Dubélé. Exactement, vous savez tout. Vous proposez du soutien scolaire à la carte, l'idée étant de pouvoir revenir sur des notions et d'en anticiper d'autres. Donc vous proposez des solutions pour les élèves, en fait, entre le CP et la terminale, c'est bien ça ? Exactement. On a ouvert le lycée il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi. Et ces cours se substituent à l'école ou c'est un complément ? Alors en fait, on fait plusieurs choses. Ça peut être un complément par rapport à l'école, surtout un complément qui permet soit de reprendre les bases dans le cadre d'un soutien scolaire, et en fait, on fait beaucoup plus que ça. On est capable d'instruire un enfant en partant de zéro, et on est capable de l'emmener beaucoup plus loin que ce qu'il fait en classe. D'accord, par exemple, pour ceux qui font l'école à la maison, admettons par exemple la moitié, le CNED. La moitié de nos élèves font l'école à la maison. Ah oui ? En France et un peu à l'étranger. Donc on a en primaire du CP au CM2, moi je suis le directeur d'école primaire à distance, on a 600 élèves du CP au CM2 qui font école à la maison dans toutes les matières. Et on a 600 élèves dans le monde ?
Principalement en France, mais on en a eu, notamment à cause du Covid, on en a eu en Équateur, on en a eu dans des pays, au Tchad, dans des pays où il y a des Français, en fait, qui cherchent à avoir une instruction en français pour leurs enfants français qui ont vocation à revenir dans le système français. Et ils font l'école à la maison avec nous. Donc on a des professeurs, au Cours Griffon, on a une trentaine maintenant, principalement des professeurs qui habitent sur le territoire français, mais aussi à l'étranger. On a des profs aux US, Mexique. Oui, parce qu'en fait, ce sont des cours à distance. C'est ça qu'il faut préciser pour ceux qui nous regardent. C'est pas en présentiel, mais ce sont des cours à distance. Donc, ça veut dire qu'on peut être partout dans le monde. Il nous faut juste un ordinateur. Enfin, quand je dis juste, c'est pas rien, parce que tout le monde n'est pas équipé numériquement. Mais pour ceux qui le peuvent, en fait, il faut un ordinateur, quel qu'il soit d'ailleurs, peu importe. Il faut un ordinateur une connexion. Connecté, voilà. Une connexion. Et après, ce sont des cours. Alors, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, c'est par exemple, aujourd'hui, je vais vous expliquer la division. Et on a un cours sur la division, ou alors c'est un cours spécifique pour l'élève qui cherche à se spécialiser, par exemple, sur une matière en question. Alors, on a plusieurs pédagogies adaptées à chaque âge. Primaire, collège, lycée. On n'a pas de numérique en primaire, quasiment très peu. Moi, à titre personnel, avant 10 ans, le numérique, je déconseille. Après, chacun fait ce qu'il veut, il y a plusieurs avis. Mais avant 10 ans, il faut un apprentissage fondamental à travers des manuels scolaires classiques, un enseignement très patient, en fait. Et le numérique a un côté un peu agressif qui a tendance à pousser l'élève à répondre, alors qu'en primaire, il faut prendre son temps. Et donc, on a des pédagogies dédiées à chaque âge. Primaire, il n'y a pas de numérique. Au collège, on a des vidéos enregistrées, donc des cours enregistrés, donc tout un panel de cours. On a plus de 500 cours de collège, maths, français, anglais, histoire, géo, latin même, qui sont disponibles à la carte, à la demande. Et pour chaque cours, il y a un support vidéo et un support écrit que l'élève télécharge et imprime, sur lequel il va travailler. Il va retrouver sa leçon, son cours. Donc il va pouvoir faire aussi des exercices, c'est pas juste... Il va faire, dans un cours, il y a des leçons clairement expliquées, qui peuvent être amenées à travers de l'intuition, on va lui faire sentir la notion, dans la grande tradition française de l'instruction, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et puis, après, on va lui amener une leçon clairement expliquée. Et après, on va aller faire des exercices de difficulté croissante. Et ce sont des manuels que vous éditez, qui sont édités par le Cours Griffon ? Cours Griffon, on a une particularité, c'est qu'on va puiser dans la richesse du patrimoine pédagogique français, et on a la chance d'être en France. On a eu pendant des décennies la meilleure école du monde, que le monde nous enviait et nous a copié pour partie. Maintenant, c'est moins ça. Maintenant, c'est moins le cas. Maintenant, là, c'est plutôt la France qui essaie de regarder à l'étranger, mais en fait, en France, on sait faire. Dans l'entre-deux-guerres, jusque dans les années 60, on était dans la meilleure école du monde. Et donc, pourquoi, selon vous, ça ne marche pas aujourd'hui ? Alors ça, il y a beaucoup, il y a beaucoup de facteurs. Mais les raisons principales, selon vous ? Les raisons principales, c'est de façon radicale. Il y a un très bon livre qui a été écrit par François-Xavier Bellamy qui s'appelle « Les déshérités », qui répondait aux héritiers de Bourdieu 50 ans après. Et il analyse très bien ça dans son livre. C'est une crise de la transmission, en fait. C'est comme si une génération avait décidé d'arrêter de transmettre ce qu'elle avait reçu elle-même. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire des hommes, a priori, et j'espère la dernière. Et Cours Griffon, on est là pour inventer des nouvelles modalités de transmission. Donc, il n'y a pas que ça. Il y a des programmes qui sont défaillants. Il y a le métier de professeur qui est plus attractif, qui est complètement dévalorisé, alors que ça devrait être... le métier de prof, c'est aussi important que chirurgien, quoi. C'est même peut-être premier, parce que c'est grâce aux professeurs qu'on éduque des élèves. Et qu'on forme les citoyens de demain. Qu'on forme les citoyens de demain et qu'en fait, on fait société. Et s'il n'y a plus d'école, s'il n'y a plus de transmission, s'il n'y a plus... on retourne à l'état de nature, hop, l'homme est un loup pour l'homme, et ça ne fait pas rêver. Et la barbarie, ça revient beaucoup plus vite que prévu. Il suffit d'allumer la radio. Dans tous les endroits où l'école est défaillante, on a des scènes de violence, tout ça. Pourquoi ? Parce que en fait, les élèves n'ont pas forcément les mots à mettre sur leurs émotions, la capacité à articuler une pensée, même. Et donc en fait dans leur cerveau il y a un brouillard qui se fait. Et au Cours Griffon, nous c'est très original ce qu'on fait, parce qu'on permet aux élèves de réfléchir, d'avoir des idées claires. Notre slogan, c'est apprendre à réfléchir. On permet aux familles en fait d'avoir un support pour l'instruction de leurs enfants. C'est un peu aussi ce que propose l'école, finalement, de manière générale. C'est de leur permettre de devenir citoyens, comme vous le disiez juste avant, et de leur permettre d'établir une construction. Mais c'est le rôle de l'école. C'est le rôle essentiel de l'école. C'est sa mission première. Je dirais même c'est sa raison d'être. Parce que éduquer les enfants, on peut aller dans un club sportif, on peut aller dans une association, on peut faire des colonies de vacances. Et puis les premiers éducateurs, c'est les parents. La vocation de l'école, c'est pas d'éduquer les enfants.
La vocation de l'école première, ça a raison d'être, sinon elle s'effondre. Il n'y a plus de raison d'avoir une école, c'est d'instruire les élèves. Je crois que vous avez une pensée effectivement très importante, très forte sur la notion de l'école et vous aimez ça particulièrement. Moi, je suis passionné. Ben oui, tant mieux, nous aussi. Mais c'est vrai que quand on parle de soutien scolaire, souvent on peut penser que c'est fait pour les élèves qui sont un peu défaillants. Mais nous, on ne fait pas du tout ça, en fait. Il y a les deux, c'est ça? Vous avez affiché soutien scolaire, mais en fait, nous, ce n'est pas du soutien, parce que souvent, soutien, c'est du replâtrage. On vient boucher les trous, on va aller gober une fiche technique sur un sujet pour gagner 2 points dans l'évaluation de demain. C'est ce que font beaucoup de plateformes en ligne, en fait. Ils font du soutien, ce que j'appelle un peu du replâtrage bouche-trou. Et nous, on fait de l'instruction. C'est-à-dire qu'on préfère reprendre les bases à fond, que les progrès soient moins immédiats, mais que ce soit solide. Donc, en français, on peut récupérer un élève en 4e, par exemple. Il va s'abonner à nos cours de 4e, mais en français, on a un test de niveau. J'invite tous ceux qui veulent faire des tests de niveau gratuits sur notre site. Du CE1 à la 3e, on a les tests de français et de maths en accès libre. Et tous ceux qui veulent... donc cet élève de 4e qui n'a pas le niveau en français, on ne va pas lui donner des cours de français de 4e. Parce que nos cours de français de 4e, il est incapable de les suivre. Parce qu'en fait, son niveau réel, le niveau réel d'un élève aujourd'hui en France, en 4e, en français... qu'il soit dans le public ou dans le privé, j'insiste, qu'il soit dans le public ou dans le privé, et ça peut être à côté de vos bureaux, de vos locaux à Neuilly, son niveau, c'est CM1. Chez nous, c'est un niveau de CM1. Mais pourquoi chez vous? Pourquoi chez vous en particulier? Parce que nous, on n'a rien fait de particulier, on reprend les programmes tels qu'ils étaient quand ils étaient sérieux. Donc, par exemple, en maths... C'était à quelle époque, ça? Moi, j'ai 100 ans de retard. Voilà. Donc, les meilleurs programmes, c'est 1923, 23 février 23. Vous reprenez des manuels de cette époque-là, en fait, pour les élèves. Dans mon bureau, j'ai des collections de manuels anciens. Il y a des trésors pédagogiques. C'est ça, vous pensez que la pédagogie, c'était meilleur, finalement? Mais c'est pas que c'était meilleur, mais on s'aperçoit que des enfants qui rentraient en 6e, qui avaient le certificat d'études, et qui sont en 6e aujourd'hui, ils savaient faire des trucs durs qu'on n'oserait pas demander à un élève de 3e aujourd'hui. Donc, moi, mon analyse, c'est que les enfants d'aujourd'hui, ils sont ni plus intelligents, on parle beaucoup des sur-2, des précoces, etc. Ça me fait doucement rigoler, il y en a toujours eu. Sauf qu'avant, ça ne s'appelait pas comme ça. Il y avait des enfants doués, des bons élèves. Et donc, les enfants, ils sont ni plus bêtes, ni plus intelligents qu'avant. Il n'y a pas de raison de ne pas respecter leur intelligence en proposant un cursus ambitieux. Mais on ne fait pas quelque chose d'élitiste. Moi, Cours Griffon, ce n'est pas pour les riches, ce n'est pas pour les excellents élèves. On est capable d'accueillir tous les élèves de France, quelle que soit leur capacité cognitive, quelle que soit leur histoire scolaire, et parfois elle est chaotique, elle est de plus en plus chaotique. Il n'y a plus de cohérence dans tout ça. Et donc, c'est pour ça que souvent, les parents sont démunis parce qu'avant, en fait, ils sous-traitaient les questions d'instruction à l'établissement scolaire, en toute confiance, sans se poser la question. Et aujourd'hui, comme ils changent beaucoup d'établissements et que la mission de l'école n'est plus assurée, l'instruction est devenue défaillante, la charge mentale, la responsabilité de l'instruction des enfants, aujourd'hui, elle pèse beaucoup plus sur les parents qu'avant. Bien sûr, sur les parents, sur toute la société de manière générale, d'ailleurs, on le voit bien. Moi, quand j'étais en classe, j'ai fait mon primaire à un seul endroit, collège, lycée, 2e établissement, et terminé, j'ai eu mon bac. Mais d'ailleurs, vous parlez de vos études d'ailleurs d'avant. Vous avez commencé comme ça, c'est-à-dire que vous aussi, quand vous étiez étudiant, vous aidiez d'autres élèves. Ouais. Moi, j'ai toujours aimé donner des cours, en général bénévoles. Et puis, il m'est arrivé quand même d'être prof en prépa, hors colleur, c'est pas prof de prépa, mais en mathématiques. J'avais un petit talent à l'usure en mathématiques à force de m'entraîner. Donc, je faisais passer des oraux et je corrigeais des copies. Donc, j'ai aidé des élèves, mais aussi des élèves pas forcément en prépa. Moi, j'adore prendre un élève en 5e, CE2, un neveu, une nièce, un cousin, un enfant d'amis qui passe. Il n'a pas compris un truc, je peux passer une heure avec lui. Qu'est-ce qui vous différencie du CNED, qui est l'organisme auquel on pense tout de suite quand il est question de cours à distance? Alors c'est un bon comparatif, parce que nous, on fait effectivement de l'enseignement à distance. Ce n'est pas une plateforme de soutien scolaire, mais on fait de l'enseignement. On a des cours complets, on peut faire des bulletins de... Mais le CNED aussi, Alors le CNED, c'est l'éducation nationale, c'est l'organisme public d'enseignement à distance, le Centre national d'enseignement à distance. Mais vous prenez quand même le programme de l'éducation nationale. Alors on prend les programmes de l'éducation nationale, voilà. Que vous enrichissez. On enrichit librement. Donc on est conforme, mais on est libre. Ouais. Et au collège, on fait le double. En maths, on fait le double. En maths, on fait le double. C'est-à-dire qu'on prend tout le programme, on traite chaque notion à fond, ce qui n'est jamais fait en établissement. Et puis en plus, on rajoute des notions du programme de 2008 qui ont été sorties, qui étaient importantes, parce que dans les nouveaux programmes de 2016, il y a beaucoup de mathématiques qui ont été enlevées, notamment en géométrie. Et pourquoi ça? Ça, il faut poser la question à Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'époque, et à... C'est parce que certains qui Monsieur finalement Lusso, connaissaient mal Madame l'école et Robine, l'enseignement. Tous ceux qui ont dessiné ce nouveau programme, pardon?
Mais eux pensaient vraiment que c'était pas utile, en fait, c'est ça que pour eux. Mais en fait, on assiste depuis 40 ans à un nivellement par le bas. Voilà. Tout ce qui pose un peu de difficulté, tout ce qui demande un peu de jugeote, d'avoir un esprit construit, est systématiquement élagué. Et de réforme en réforme, on pourrait remonter. J'ai rien contre Mme Vallaud-Belkacem, mais bon, de fait, sa réforme, elle n'était pas extraordinaire. Et en fait, c'est que la énième réforme, ça a démarré il y a une quarantaine d'années. En tout cas, là, les cours Griffon, puisqu'il va falloir que, malheureusement, on rende l'antenne, mais les cours Griffon permettent cela parce que vous êtes entouré effectivement d'une trentaine de professeurs, ouais. Vous le disiez. Que des profs compétents, passionnés, que je sélectionne un par un et qui ont le feu sacré, quoi. Voilà, qui ont le feu sacré comme vous et qui, justement, vont nous permettre d'avoir des très bons citoyens de demain, ou en tout cas des enfants éduqués. On y contribue. et voilà, vous allez contribuer. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Xavier Dubélé, je rappelle que vous êtes fondateur des cours Griffon. Pardon. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Elle reçoit cette semaine Charline Nestor. Vous avez fait carrière à la télévision, mais avant, est-ce que vous aviez pensé à faire d'autres métiers ? Je vous dis, en fait, moi, au début, je voulais être prof de français. C'est vrai aussi que j'ai toujours été attiré par ce métier. Alors, je ne savais pas très bien si c'était la radio, si c'était la pub, si c'était la télé. En tout cas, j'y croyais. En fait, moi, je voulais être dans l'univers. Pas être connu, on n'y pense pas. Moi, je voulais être dans cet univers-là. Préparer les émissions, voir comment ça se passe, etc. Ça m'intéressait. Mais comment on fait ? Ça, je ne savais pas. Ouais. Donc, il m'est arrivé d'aller traîner un peu sur certains plateaux, d'aller dans le public, de regarder un peu, mais toujours avec un œil un peu où je me questionnais beaucoup. Voilà, c'était ça. C'était pas vraiment... Moi, je n'étais pas fan... peut-être un peu de Christophe de Chavannes quand il est arrivé. Je trouvais qu'il apportait quelque chose de très, très nouveau. Donc, ça m'intéressait. Mais toujours un peu en tant que technicien, quoi. Voilà, comment ça fonctionne, comment il fait, comment on organise ça, la lumière, le son. Ouais, ça me fascinait un peu. Et comment vous arrivez dans la production télé ? Par le plus grand des hasards. C'est-à-dire qu'après l'école, en fait, pour valider mon diplôme, je suis obligé d'aller en entreprise. J'écris à TF1, à Antenne 2 à l'époque. Voilà, vous retrouvez vos envies de télévision. Non, mais j'écris, etc., en disant, voilà, j'aimerais bien faire un stage. Et en fait, ils ne me répondent pas. C'est-à-dire que c'est même pas négatif. Donc, j'ai un copain qui me dit, écoute, chez IBM, je crois que tu peux le faire. Donc, j'écris à IBM, et IBM me répond, et je deviens effectivement stagiaire. Et au bout de ces 2 ou 3 mois de stage, je ne sais plus, il m'engage. Voilà, et je me retrouve chez IBM. Et par le plus grand des hasards, j'apprends qu'une émission de télé va se monter à la Plaine Saint-Denis, qu'on cherche quelqu'un pour... Enfin non, qu'on ne cherche pas quelqu'un. Voilà, c'est en train de se monter. Donc je suis curieux, je vais là-bas, je fais le pied de grue, j'attends, et je me fais engager comme assistant de l'assistant. Enfin vraiment un truc... voilà. Oui, mais vous vous faites engager. Je me fais engager et donc je démissionne d'IBM pour aller courir partout, tirer des câbles. Mais je suis content parce que je me dis, au moins je sais maintenant, et puis surtout, j'aurai pas de regrets. Si ça marche pas, tant pis. Mais si ça fonctionne, au moins, je saurai pourquoi je l'ai fait. Et après, vous arrivez dans la société de production de Gérard Louvain ? Ouais. Peu de temps après, en fait, où là, je suis engagé comme coursier. Ah oui. Ouais. Je suis engagé comme coursier, donc je devais chercher des plis dans Paris, des maisons de disques, etc. Je m'occupe, le mercredi c'est le jour de l'émission Sacrée Soirée, et je gère les loges, etc. Je les prépare pour les artistes et tout ça. Et je suis au comble de la joie et du bonheur. C'est vrai ? Parce que je me dis, je suis exactement là où je voulais être. Voilà, c'est-à-dire une espèce de petite pièce sinon rapportée, mais qui a son rôle, qui a son truc à faire, hop, je me mets en retrait, je regarde tout le monde et voilà. Et après, pas d'autres postes dans cette société ? Alors si, après je deviens assistant surpriseur, parce que les surprises à l'époque de Sacrée Soirée, vous êtes trop jeune, mais les surprises de Sacrée Soirée, c'était super important, ouais. Il fallait faire des surprises aux invités, donc je travaille avec des gens qui gèrent les surprises et moi je les gère pour eux. Et pareil, c'est génial. Voilà. Et après... Christophe de Chavannes. Comment ça se fait ? Oh, en fait, ce serait trop long à expliquer, mais pour faire court, oui, parce que moi j'ai toujours des histoires longues, mais pour faire court, en fait,
Christophe de Chavannes et Gérard Louvain se connaissent bien. Gérard Louvain, pendant un temps, produit Christophe de Chavannes. Christophe de Chavannes décide de créer sa propre société. Et celui qui gère le champagne, les loges, etc., c'est moi. Et Christophe de Chavannes me demande de faire pour lui ce que je faisais pour... Vous faites exactement la même chose, alors? Au début, tout pareil. Voilà. Et après, je prends du galon, je gère les coulisses, je m'occupe du public, je m'occupe des hôtesses, etc. J'ai épousé une des hôtesses. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui. Oh, c'est trop mignon. Bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est connus là et on ne s'est pas quittés. Et vous rencontrez Lulu. Et je travaille avec Lulu, qui à l'époque s'occupe du Minitel. Est-ce que ça vous parle, vous? Ben non. Sûr, si, j'ai eu le Minitel chez moi. Et ben voilà, Lulu gère le Minitel. En fait, on nous installe, parce que moi je suis arrivé quelques temps avant lui, et on nous installe face à face, dans le même bureau. Voilà. Et, ça match tout de suite? Non. Non, parce que vous le connaissez, je ne sais pas si le public le sait, mais voilà, le côté je vanne tout le monde, je rigole, etc. Au début, ça ne me fait pas rire du tout. Et en plus, il me trouve des surnoms, etc., qui m'agacent au plus haut point. Vous lui demandez d'arrêter? Mais bien sûr, mais il n'arrête pas. Oui, ça. Et puis un jour, il dit un truc qui me fait hurler de rire. Et puis notre amitié, elle naît comme ça, quoi, vraiment. Et après, comment vous arrivez tous les deux à présenter le Hit Machine? En fait, il y a une petite parenthèse où ces deux Chavannes, en fait, et un certain Stéphane Courby, qui nous disent tiens, voilà, vous allez faire de l'antenne avec de Chavannes dans la nouvelle émission qui s'appelle Coucou, c'est nous, et qui est une émission de... Et là, à ce moment-là, vous aviez le même rôle, c'était celui d'organiser, de... Nous sommes... Et lui, il faisait toujours le Minitel. On est assistants, nous sommes des assistants qui faisons de l'antenne, ce qui est assez rare, en fait. C'est-à-dire qu'on court partout. Tout d'un coup, on nous dit, allez, parce qu'en plus, l'émission est en direct, donc on fait de l'antenne, et puis après, hop, on recourt partout, etc. C'est un rôle... mais c'est génial, parce que du coup, on est partout, on bosse comme des dingues, et on rigole beaucoup. Et avec Lulu, franchement, l'amitié avec Lulu, elle se scelle là. C'est pas à l'antenne. À l'antenne, après, effectivement, mais ça n'est que le résultat, en fait, de toute notre amitié, de toutes les galères, de tout ce qu'on a vécu ensemble. Et donc, du coup, Hit Machine. Et donc, du coup, après... Vous allez vite, mais je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Après, effectivement, se crée le fameux duo Charlie et Lulu, qu'on voit d'abord sur France 2, où on anime une émission pour les enfants, qui s'appelle Chat, Lu, Maureen. Il y avait Maureen d'or, Charlie, ils sont allés chercher là, hein, Charlie, Chat, Lulu, Maureen. Voilà, et donc on passe une saison à France Télévisions, où ça se passe... Non. Ça se passe pas, quoi. Ouais, c'est pas alors pour le coup, c'est pas mon meilleur souvenir télé. Mais il n'empêche que c'était important de le faire. Et voilà, et ça n'est qu'après où nous arrivons effectivement à M6 pour présenter le Hit Machine, grâce, et je ne le dirai jamais assez, à un monsieur qui s'appelle Thierry Bizot, que je salue évidemment et que j'aime d'amour. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que c'est un garçon intelligent et qu'il a vu des choses avant nous. Il a vu le duo avant nous. C'est-à-dire que nous, on savait qu'on... Mais il existait déjà, le duo, puisque vous aviez animé. Oui, mais lui, il a vu le duo Hit Machine, il a vu les artistes, il a vu tout ça avant nous. Donc lui, il est venu vous chercher? Ouais, il est venu nous chercher, alors qu'on avait une belle proposition ailleurs. Mais voilà, il a tellement été intelligent, sympa, drôle, que c'était une évidence après d'aller avec lui. Voilà. Donc... Et après, c'est la folie. Et après, ça démarre, et c'est vrai que c'est pareil, au début, on fait pas gaffe, parce que l'émission, il faut la créer. Donc, on se retrouve pour la première fois, en fait, aux commandes d'une émission, tous les deux, avec des attentes d'une chaîne. Jusqu'alors, nous, on était un peu protégés par un animateur vedette, et nous, on était derrière. Là, tout d'un coup, on se retrouve aux manettes d'une émission, donc, mais on sait à peu près ce qu'on veut. Ça, là-dessus, on sait qu'on veut une émission avec des vrais artistes à côté de nous et non pas lancer des clips. Lulu a la bonne idée de dire... parce qu'au début, on apprend que le Hit Machine va être diffusé le samedi matin à 10h30. Et pour nous, c'est une catastrophe, parce qu'on se dit 10h30, mais personne ne regarde la télévision. Et c'est Lulu qui a la bonne idée de dire, c'est pas grave, on va faire un show du soir le matin. Ok. Bon, voilà. Et c'est lui qui a l'idée des costumes. Voilà, mais ne pas s'habiller exactement comme tous les autres animateurs de l'époque, en gris ou en noir. Voilà, donc du coup, c'est lui qui pense à la couleur, parce qu'il regarde à l'époque beaucoup la télévision anglo-saxonne, et que ça le fait marrer, etc. Donc
On y apporte chacun un peu nos ingrédients, notre pâte, etc. Plus la chaîne, évidemment, et Thierry Bizot, entre autres. Voilà. Et tout d'un coup, effectivement, l'émission, elle décolle. Mais tout de suite, ça marche ? Ça fonctionne assez vite, ouais. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas grand-chose. Hein, donc, en même temps, je crois qu'il y avait des clips. Donc, ouais, ça démarre assez vite. Mais pareil, on ne se rend pas compte. On ne se rend absolument pas compte. C'est vraiment, je crois que c'est la 2e ou 3e année où on commence à se dire tiens, il est en train de se passer des choses. Mais au début, non. On ne se rend pas compte. Est-ce que c'était tellement successful que vous avez failli péter un plomb ? Jamais. Non, jamais. Alors là-dessus... Jamais la grosse tête ? Jamais. Ni Lulu, ni moi. Enfin, Lulu, encore moins. Non, jamais. Non, vous êtes content que les choses se passent bien. Vous êtes content des rapports que vous avez avec la chaîne. Vous êtes content des rapports que vous avez avec le public. Content des rapports que vous avez avec les artistes. Mais c'est tout. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Charline Nestor pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika. On retrouve tout de suite Mickaël Dorian pour sa chronique Quoi de neuf sur les réseaux. Mickaël, les élèves de 3e ont passé leur épreuve de maths du brevet cet après-midi et vous allez justement nous parler d'un prof de maths pas tout à fait comme les autres. Oui, vous savez Virginie que depuis le début de cette chronique Quoi de neuf sur les réseaux, j'ai souvent présenté des profs 2.0. J'aime bien les profs 2.0, hein, c'est mon côté geek. Celui-ci s'appelle Antoine Carrier, il est prof de maths et il fait du rap sur TikTok. Alors c'est vrai que pour les réseaux, Antoine Carrier, c'est pas super vendeur. Donc il a décidé de prendre un pseudo, il se fait appeler Arieka. C'est mieux ? Pas mal, Arieka. Il a appelé, et il a créé tout un concept. Du côté un peu japonais. Oui, c'est vrai. Tout un concept qui n'a rien à voir avec le Japon, autour des maths, donc, et il appelait ça les rapématiques. Voici ce que ça donne. Nouveau chapitre de maths, 4e c'est la galère. Nouveau départ on laisse derrière l'année dernière. On va parler triangle, ici on s'intéressera à ceux qui sont rectangles, tu sais ceux qui ont un angle droit. Si on te donne de ces longueurs, tu pourras trouver la 3e. C'est tout neuf, n'aie pas peur, pour ça y a un théorème. Ça s'appelle Pythagore, je suis sûr que t'en as entendu parler. Pour bien l'appliquer tout d'abord, va falloir bien rédiger. Comme c'est une démonstration, on fait ça en 3 parties. On sait que propriété, conclusion, ouais c'est comme ça les maths. Tu sais que le triangle est rectangle, tu l'écris. Tu mets Pythagore dans ta propriété et t'as un point sur 4. Te prends pas la tête, c'est juste une formule et c'est toujours la même malgré les situations. Voilà, ça c'était Pythagore. Ça vous a rappelé des souvenirs, Virginie ? Alors, le côté yo-yo, un peu, parce que j'étais un peu comme ça. J'avais votre t-shirt Raiders et tout ça. Mais je sais pas, Pythagore, évidemment, je me souviens. En revanche, ça me paraît un peu long quand même pour une explication. Non, moi je trouve que c'est bien expliqué. Compris, oui, j'ai compris. Très bien. Le principe c'est des vidéos donc, de 3 minutes sur un thème précis qu'il découpe en plusieurs parties qui permettent de réviser avant un contrôle ou avant un examen, puisqu'on parlait justement du brevet. Et est-ce que ça marche ? Alors mieux que ça cartonne, comme disaient les jeunes dans les années 80, justement. Un phénomène auquel ne s'attendait pas du tout ce prof de 36 ans qui enseigne dans un collège de Blanquefort, près de Bordeaux. Il explique qu'il n'y avait qu'une visée pédagogique finalement dans sa démarche. C'est en octobre dernier, moins d'un an, donc il a eu l'idée de créer ces vidéos, d'abord sur une chaîne YouTube pour enseigner les maths d'une nouvelle manière. Il a ensuite publié ces vidéos sur TikTok pour essayer de cibler davantage les collégiens qui sont, vous savez, on l'a déjà dit, davantage maintenant sur TikTok que sur YouTube. Et c'est à partir de là que ça a vraiment commencé à marcher, ça a même explosé puisque une de ces vidéos a même dépassé dernièrement les 3,5 millions de vues. 3,5 millions de vues ? Ouais. Non mais c'est une vidéo sur quoi ? C'est une vidéo sur les fractions, figurez-vous. Ah ouais ? Le thème précis, c'est la simplification des fractions et visiblement, ça passionne les jeunes. On peut la voir ? Oui. Deuxième exemple, 30 sur 36, remplace ton 30 par 5 x 6. Et 36, tu le remplaces par quoi ? 4 x 9, pourquoi pas ? On est ces petits problèmes, on s'aperçoit qu'aucun nombre n'est pareil en haut et en bas. On change de table, qu'est-ce qui fait 36 ? 6 x 6 et 7 x 6, t'as 1 x 6 en haut, 1 x 6 en bas. Comme c'est le même nombre, tu les barres. Il te reste 5 sur 6, c'est fini. J'espère que t'as bien compris. Remplace tes noms par un produit, mais fais attention à la table que tu choisis. Seuls 2 facteurs identiques peuvent être barrés. Débouche le bic pour les balles séparées. Voilà, ça c'est celle qui a été la plus vue. Hein. C'est-à-dire, pardon, mais je crois que si je faisais le cours comme ça en rap, parce que je trouve formidable en plus l'idée, mais honnêtement, je serais plus captivée par l'idée de comprendre bien ce qu'il me dit que de comprendre la fraction en elle-même. Et bon, dites-moi tout, alors 3,5 millions. Voilà, au total, Arieka a tourné 19 vidéos, comme ça, 19 thèmes différents, et chacune d'entre elles peut faire office de fiche de révision. Les prochaines sont prévues à la rentrée. Et alors les élèves, comment réagissent-ils ? Eh bien très bien, faut dire qu'il est devenu une véritable
véritable star auprès de ses élèves et la plupart disent que ça les aide beaucoup, Virginie. D'ailleurs, il s'en sert parfois en classe, mais attention, pas question qu'un élève lui demande de rapper a cappella pendant un cours. Il répond non systématiquement. Ah, pourquoi pas? S'il n'y a pas de musique, il veut pas. Ah non, s'il n'y a pas de musique, s'il n'y a pas la vidéo surtout, il veut pas. Très bien. Les autres profs, sa direction, ils disent quoi? En octobre dernier, après avoir tourné les 2 premières vidéos de Rapématique, Arieka, ou plutôt Antoine, les a montrées à ses collègues profs de maths ainsi qu'à son chef d'établissement et même à son inspectrice académique, figurez-vous. Et tous ont trouvé l'idée géniale et l'ont encouragé à continuer. Mais il n'est pas le seul. On avait déjà reçu un autre professeur de philosophie qui faisait du rap, Félure et Andro. Donc il n'est pas le seul à faire réviser justement ses élèves. Non, on parlait effectivement de Félure et Andro. On avait fait une chronique dessus. Ils étaient venus en plateau. Et puis, dernièrement, je terminerai sur ce coup de cœur pour une professeure d'histoire du Loiret, Virginie, qui a écrit, là, avec ses élèves, elle a écrit un morceau pour mieux retenir les grandes dates de l'histoire de France et du monde. Ils ont ensuite tourné un clip avec toute la classe. C'était quelques semaines avant le brevet. On va regarder un extrait. T'es en troisième, t'es en galère, t'as rien appris de tes repères. Les profs d'histoire te fait stresser, écoute ce son pour te casser. L'heure du brevet est arrivée, c'est le bon moment, faut réviser. On va tout casser. On va tout casser. En 14-18, Première Guerre mondiale. En 1916, bataille de Verdun. 1917, Révolution russe. 11 novembre 18, c'est l'armistice. 24-53, Staline au pouvoir. 33-45, Hitler au pouvoir. 1936, le Front populaire. Merci beaucoup, Mickaël. Ça vous aiderait, vous, à retenir des dates comme ça? Oui, je pense, pourquoi pas. Vous allez me faire un petit complet pour la semaine prochaine. Je ferai du rap. Janvier 2022, début de School TV. Comme ça. Oui, alors ça va faire partie du Zap. Zap, on va lancer dès maintenant. Mais ce que vous venez de faire, ce sera pour la semaine prochaine. Petite perle. Allez, le meilleur de School TV avec le Zap. Quel est l'objectif d'un stage? Ça paraît un peu idiot comme question, mais c'est quoi l'objectif d'un stage? Alors, très bonne question. Nous, ce que l'on a voulu, c'était avoir un ancrage sur le territoire où nous sommes implantés, c'est-à-dire en Seine-Saint-Denis, et donc permettre à des jeunes d'avoir accès à des métiers qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de côtoyer. Et donc, nous avons été facilitateurs pour faire découvrir de nouveaux métiers avec les associations Tous en Stage, État d'âme, qui nous ont aidés à révéler leurs talents. Et le stage, justement, c'est la meilleure solution, c'est le meilleur moyen aujourd'hui de découvrir ces métiers. C'est ça l'objectif premier d'un stage, c'est une première immersion dans le monde professionnel? Oui, évidemment, quand on voit en direct des personnes, et nous, derrière, ce qui nous importe aussi, c'est de voir quelles sont les motivations de ces personnes et de faire le lien avec les motivations des jeunes pour qu'ils puissent justement et se représenter ce que vont être les métiers et voir aussi en fonction de ce qui résonne chez eux, ce qui pourrait les intéresser demain comme métier. Est-ce qu'il y a cette envie en ce moment chez les jeunes, ce besoin de stage, ou est-ce qu'ils y vont parfois à reculons? Comment vous le ressentez, vous, sur le terrain? Complètement, et déjà je rejoins ce que dit mesdames. Après, il faut savoir que nous, Tous en Stage, on va permettre à ces jeunes-là de pouvoir faire des stages, puisqu'on s'est rendu compte que pour eux, arriver en troisième, c'est déjà qu'est-ce que je vais faire après la troisième. Et c'est de se dire, de toute manière, moi, j'ai pas papa et maman qui peuvent me donner ce réseau-là, donc je vais aller chez le boulanger à côté de chez moi. Et c'est ce que fait Samira Djouadji, qui est la présidente de la Fondation TF1 et qui, elle, en 2016, a créé Tous en Stage, parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait des jeunes qui avaient des envies, des besoins auxquels on ne pouvait pas répondre, le cercle familial ne pouvait pas répondre. Et effectivement, Samira, elle s'est dit, nous, on est la Fondation TF1, on a du réseau, donc du coup on va permettre à ces élèves-là de pouvoir faire ces stages-là, et ça marche hyper bien, puisqu'aujourd'hui on a des élèves de 3D, maintenant des adultes qui ont, comme moi, 24 ans, qui étaient en stage grâce à Tous en Stage dans des entreprises partenaires, et aujourd'hui qui se retrouvent en alternance grâce à ça. Donc on voit qu'il y a un réel accompagnement et un réel besoin. Autre question qui était là aussi objet de controverse et qui est importante ici pour l'école du futur. Faut-il arrêter les notes, sujet de stress, et les remplacer par des plages de niveaux? On pourrait parler des niveaux A, B, C, D, un peu comme dans le système scolaire anglo-saxon notamment. 32% étaient d'accord, 46% pas d'accord. Une question, et c'est intéressant, qui est revenue, une controverse qui est revenue aussi il y a
maintenant 4 ans, quand on a relancé, quand on avait lancé une cause sur l'inégalité faite aux jeunes. Pourquoi ? Des avis qui divergent, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des chiffres qui sont à la clé en fonction des pays dans lesquels on se situe. On a des systèmes de scolarité qui sont complètement différents dans des pays plus anglo-saxons ou d'autres, et avec des résultats qui peuvent être probants. Donc, je pense qu'on peut être amené à se poser la question. Maintenant, aujourd'hui, on est quand même dans une habitude de l'excellence, on va dire, à la française, avec un niveau de compétition et de comparaison, en fait, entre écoles, entre élèves qui nous amène difficilement à nous poser cette question de est-ce qu'on peut changer, en fait, de ce format. Moi, mon avis, c'est que, en tout cas, personnellement, j'adorerais faire partie de ces expérimentations qui pourraient nous montrer, en fait, les vertus de ce changement de paradigme. Mais encore une fois, je ne serai que peut-être dans les 38% de ces controverses. Et puis j'attendrai de voir quand même un peu plus de résultats, même s'il en existe déjà, si vous cherchez bien. Amal. Quel est le numéro en bas à droite qui indique ? Ah, 0,5. 0,5. Donc on programme les toilettes. C'est un système sans ondes, sans pile et sans écran. Il est donc totalement mécanique. Donc le code est prêt sur le numéro 5. Tadam, donc ça c'est un peu les parents qui font, non, ou les enseignants. Non, les enfants ils le font. Les enfants sont capables de le faire. Alors Amal, la question jaune. Question jaune. 5 fois 463. Non, je plaisante. 5 fois 5. 30. 25. 25. Et du coup, 25, ça correspond à combien de petits points rouges ? 2 points rouges. 2 points rouges. Le orange. Ah ouais, d'accord, super. 5 fois 1. 5. Ça y est, l'étape de multiplication, c'est pas pour moi. Je vais plus loin, non ? D'un coup, là. Le rouge. Allez, le rouge. 5 fois 7. 35. Et ouais, 3. Le rose. Le rose. 5 fois 6. 30. Donc 30, ça fait 1. Voilà, vous voyez, vous commencez à vous concentrer là, on sent. Ah ouais, je suis super concentré. La suivante. On va se mettre c'est un truc qui favorise la coopération, on peut jouer à plusieurs. Ça peut jouer à on y va. ça peut jouer tout. 5 fois 2. 10. C'est moi qui interroge maintenant. Il y a que vous qui... Voilà, on en est où ? Alors, le bleu marine. Bleu marine, 5 fois 4. 20. 25. Alors. Hein ? 5 fois 4. Attendez. 5 fois 4, 20. Attendez. Non, ah oui, 20, c'est ça, c'est ça. Oui, oui. Du coup, c'est combien de petits ? La réponse est 1, 2 ou 3. Il est compliqué, votre jeu. Marina, est-ce qu'il y a des critères pour qu'un stage soit réussi, d'après vous ? Moi, je suis toujours à me dire, plus le jeune va pouvoir s'y retrouver, va pouvoir vivre une partie de sa motivation, et ça va être formidable. Et comme ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, on va le faire chez le boulanger du coin, mais au fond, non, c'est pas, ça m'intéresse pas. Et nous, on a eu des jeunes qu'on suivait en école qui nous ont dit, en fait, je me suis rendu compte, j'ai fait un stage, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas, mais c'est déjà formidable de se rendre compte que ça plaît pas. C'est déjà bien de se dire, ça, c'est pas vers là que je dois aller. Et puis de se dire, j'ai fait un atelier Tadam, je me suis rendu compte que ma motivation, c'était ça. Maintenant, j'opte pour cette filière. Je dis, voilà, on a fait notre job. Et que ça lui plaise ou que ça lui plaise pas, là, l'intérêt, quand même, avec tous en stage, c'est qu'ils ont une palette de personnes qu'ils rencontrent. Et forcément, il y en a un qui va... Il y a un moment donné, il y a quelque chose qui va tilter. Sarah, vous êtes sur la même ligne, les stages en entreprise, c'est la meilleure manière de découvrir ce que l'on ne veut pas faire avant de savoir même ce qu'on veut faire. Oui, et ça, c'est grâce à cette palette de métiers, encore une fois. On a... Alors, pour un exemple, on avait un... Moi, je vais me dire chez vous. Une semaine, attendez, on avait convertir. On avait un groupe d'élèves et donc ils ont eu une journée totale, une journée chez L'Oréal. Et il y avait un garçon qui n'aimait pas du tout moi. Et puis après, ils avaient Microsoft, donc ça, il adorait. Et quand on a fait la restitution, ce qu'il avait le plus apprécié, c'était sa journée chez L'Oréal. Parce qu'il y avait des ateliers, parce qu'il s'est rendu compte que les produits, comment on amenait les choses, la communication, la gestion à l'intérieur, pouvait lui plaire. Et puis voilà, il a adoré. Donc c'est ça, nous, en fait, quand on arrive le vendredi et qu'on voit qu'ils se mettent par binôme pour faire un oral, en fait, de stage, et qu'on les voit... Voilà, c'est merveilleux devant en plus plein d'entreprises, il y en a qui sont un peu plus timides. On se dit, voilà, c'est réussi, quoi. C'est la meilleure manière de mettre à mal certains a priori sur telle ou telle entreprise ? Peut-être, puisqu'en fait, ce sont nos consommateurs de demain, nos collaborateurs de demain, et c'est aussi pour nous un moyen de mieux comprendre une nouvelle génération qui a d'autres envies, d'autres attentes. Donc, oui. Et c'était en ça aussi où nous avons souhaité nous lancer dans ce projet. Mais vous avez aussi fondé l'initiative « Et toi,
point d'interrogation. J'ai envie de vous retourner la question. Et toi, Cyriaque, qu'est-ce que ça veut dire? Non, alors pour donner un peu de contexte sur Et toi, donc on a participé la semaine dernière à Vivatech avec toutes les équipes de Make.org qui organisaient à l'occasion de Solutions Jeunes des ateliers de concertation sur des stands et notamment ce stand d'Adecco. Nous, on a forcément répondu présent. On reçoit un appel, on nous dit on veut que chaque jeune trouve sa place dans la société. On veut que chaque jeune soit employable parce qu'on a cette conviction, nul n'est inemployable. On doit faire ce choix et ce pari de sortir des CV, de sortir des diplômes. Donc on accueille avec grand plaisir cette consultation, cette concertation sur notre stand Adecco. Et derrière, on organise avec un groupe de 10 jeunes qui sont inscrits des ateliers pour réfléchir sur différentes thématiques, à des solutions pour permettre à chaque jeune de trouver sa place dans la société. La thématique qu'on avait choisie sur le stand, c'était permettre aux jeunes de mieux se connaître, aptitude, envie, confiance en soi. Le projet Et toi, il repose sur le postulat de se dire que on a tous eu de mauvaises notes à l'école, on nous a tous dit « tu ne vaux rien ». Malheureusement, on ne peut rien y faire, mais ça arrive et c'est quelque chose de courant. Mais la réalité, c'est que chacun vaut beaucoup plus que cela. En parallèle, d'un autre côté, la société s'est transformée, tout s'est numérisé depuis les 20 dernières années. L'école aussi, avec l'essor des plateformes type Pronote, École Directe et même Parcoursup, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Mais l'école, ma conviction, c'est que c'est l'école de la vie et qu'on n'apprend pas juste à faire des mathématiques, du français ou des langues étrangères, mais on apprend à être quelqu'un, à se sociabiliser, on apprend les soft skills notamment. Et donc, on a voulu faire en sorte avec Et toi que ces soft skills, cet apprentissage des soft skills, se retrouve sur les plateformes numériques comme Pronote, École Directe. J'ai une dernière question. Vous disiez que vous aviez commencé chez Playback, c'est les Incollables. Finalement, comme des jeux très maniables, là encore sans écran, etc., ça a quand même un avenir extraordinaire. Ça fonctionne aussi très bien. Il n'y en a pas que pour le numérique. En fait, il y a beaucoup d'enfants qui sont ce qu'on dit kinesthésiques, c'est-à-dire qui ont besoin de toucher et de manipuler. C'est les objets, la kinesthésie, c'est ça. Il y a besoin de manipuler et besoin d'expérimenter. Et c'est vrai qu'à travers un objet comme l'étoilium ou du papier, on touche, on manipule. Et ça permet aussi de focuser, d'avoir tous les sens sont engagés dans les apprentissages. Dans la même direction. Voilà. On aurait bien voulu que l'étoilium sente aussi quelque chose, mais on a préféré favoriser les normes. Ça viendra pour l'édition, pour l'étoilium 2.0. Ce sera la version suivante. C'est la fin de ce grand JT. Mickaël, on se retrouve demain. Oui, demain. Voilà, même heure, toujours, schooltv.com, canal 247 sur les Freebox. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous savez qu'on peut nous retrouver évidemment sur LinkedIn et Instagram. Écrivez-nous, on vous répond. Merci aux réalisateurs Ulysse Touré, Mickaël Fristo au son, Laure Audemont au maquillage, Agathe Delannoy et Emma Guessel à la rédaction. Et je voudrais aussi remercier Roxane Sarfati qui fait un boulot formidable aussi sur l'émission sur School TV. Merci à tous. Ciao. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, un véhicule qui se pilote tout seul grâce à l'intelligence artificielle sur les routes, dans les airs ou encore sur les mers. Eh bien, les véhicules autonomes suscitent tous les fantasmes sur la mobilité du futur. Définition à suivre avec nos gros mots de la tech. Il y a de la tech aussi dedans, dans sa proposition, mais c'est pour sa chronique. Il a une idée forcément derrière la tech, c'est Damien Douany. Et Damien, aujourd'hui, on continue à parler avec toi de nouvelles méthodes d'apprentissage pour les langues étrangères. Oui. Cette fois-ci, tu nous proposes de le faire avec un livre interactif. Voilà, un livre interactif qui s'inspire beaucoup des tablettes, mais ça reste un livre. Ok, d'accord. Le temps de faire justement une espèce de mix entre livre et tablette, on le fait mentalement et puis on l'apprendra avec toi dans un instant. Notre talk, quelle solution pour que chaque jeune trouve sa place dans la société? Eh bien, c'est la question cruciale à laquelle Make.org tente de répondre avec la grande cause citoyenne Solution Jeune, oui, ça se dit aussi en hashtag. Une initiative couronnée il y a quelques jours à peine à Vivatech avec la mise en avant d'actions concrètes, actions tech aussi pour faire bouger les choses. Alors, consultation, concertation, action, on en parle avec les protagonistes de cette grande cause Solution Jeune. Rémi Leclerc. Rémi, vous êtes le directeur général de la fondation Make.org. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Et Cyriaque de Beaumont, directeur de la stratégie digitale d'Adecco et aussi fondateur de Et toi, qui est la solution qui a justement été primée à Vivatech il y a quelques jours à peine. Bonjour. Bonjour Marjorie. Mais d'abord, focus. Et
les véhicules autonomes sont un des grands défis, mais aussi des gros mots de la tech, des constructeurs aux plateformes. Chacun veut relever le défi de l'autonomie de niveau 5. Le niveau 5, c'est l'ultime étape pour des véhicules qui pourront rouler, voler ou naviguer